De penser d'abord que ce que Jean-Paul II disait en 2003 se passe exactement sous nos yeux. La fragmentation actuelle de la société française qui n'a pas été arrangée par ce qui s'est passé ces 2 dernières années et les menaces sur la paix dans le monde nous le rappellent tristement. Et on peut d'ailleurs penser que le retour de la barbarie en Irak et en Syrie est aussi le fruit d'un fondamentalisme en partie alimenté par un rejet extrêmement profond et violent, notamment dans les pays du Sud, de ce fameux agnosticisme religieux toujours plus répandu et du relativisme moral qui accompagne la mondialisation telle que la rejettent les pays du Sud et les pays pauvres et sur lequel le salafisme le plus radical prospère. En fait, la situation qu'on vit me fait penser à une forme de babélisation du monde où, unis par un péché de démesure qui vise à faire l'homme la mesure de toute chose et la perte de la vérité de l'homme comme fondement des droits inaliénables de chacun, les hommes ne parlent plus la même langue, ne partagent plus la même conception de ce qu'est la dignité humaine, ni même une même conception. Dirigé par Hilaire de Crimée. Donc je lui laisse la parole et je le remercie encore de sa présence ce soir. J'ai le sentiment que nous vivons ce soir dans une sorte de cadre presque religieux et donc c'est une sorte de méditation. Et cette méditation, il faut la mener sur le plan social et politique. Alors il serait facile de faire de la démagogie sur le thème du déshérité. Nous sommes des déshérités, il y a des déshérités. Et le politicien moyen se fait fort d'exploiter cette notion de déshérité pour susciter des indignations, et des indignations faciles, et ensuite des colères. Et des colères qui permettent ensuite d'exciter des mouvements politiques et des mouvements sociaux. Mais il faut bien comprendre que ce soir, il ne s'agit pas de cela, nullement. Car être déshérité, on peut l'être de 2 manières. On peut être privé d'héritage par nature, mais ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas le cas des Français ni de la France. Et on peut être privé d'héritage par une volonté délibérée, une volonté singulière. Et François-Xavier Bellamy a bien montré que, de fait, il y avait derrière une volonté délibérée qui elle-même s'originait dans une certaine philosophie, qui était en fait une philosophie de destruction. Nous sommes des déshérités par une volonté singulière de déshériter. Et on comprend parfaitement, puisque nous appartenons tous à des familles, et dans les familles, il y a des héritages, il y a des successions, même matérielles, spirituelles bien sûr d'abord, mais même matérielles, et chacun sait que c'est l'occasion de règlements. Mais il ne s'agit pas ce soir de faire des règlements de compte. Ce serait trop facile. Il s'agit ce soir de bien comprendre la raison pour laquelle un système, pour ne pas donner de nom, un système cherche à nous déshériter, à déshériter les petits Français qui sont en train de naître de leur héritage, de façon à susciter une juste indignation, pour cette fois, une colère judicieuse, et que cette colère s'exerce dans le bon sens, dans la bonne direction, et pour obtenir le résultat escompté. Nous sommes en effet privés d'un héritage fabuleux que François-Xavier Bellamy a évoqué tout à l'heure, et on pourrait s'y étendre indéfiniment. Il a été dit que le plus déshérité des Français participait d'un héritage incomparable par rapport à bien d'autres peuples de la Terre. La France. 2 mots ont été retenus ce soir. Le mot nation et le mot culture. Nation. Naître. Nansisco. C'est le participe passé. Natus. Nous naissons. Et par le fait même de naître, nous bénéficions d'un héritage. C'est vrai de la nature, c'est vrai aussi de la grâce. Et il suffit d'évoquer quelques paraboles de l'Évangile pour bien s'en convaincre. Nous naissons. Et du fait même de notre naissance, nous participons à une langue, à un héritage culturel,
et à de prodigieuses relations de personnes qui font de nous quelqu'un, et quelqu'un de spécifique, avec d'autres particularités, mais qui a cet avantage de jouir de la société. Et c'est cette relation que, de fait, à l'heure actuelle, il est question de remettre en cause, de détruire. Nous sommes des héritiers charnels, nous sommes des héritiers spirituels. Vais-je citer Péguy, vais-je citer Barrès et son roman de l'énergie nationale, vais-je citer Maurras. Nous sommes des héritiers charnels et spirituels, et ceux d'entre nous qui n'ont pas eu le privilège nécessairement de naître de cette nation, qui y sont venus, s'agrègent à elle parce que précisément il y a un héritage. Et ce qu'il y a de monstrueux dans la volonté actuelle de destruction, c'est que précisément on prétend intégrer ou assimiler ou que sais-je, en refusant en même temps l'héritage, qui est la seule façon d'intégrer et d'assimiler. Il y a là des contradictions dont d'ailleurs le système périra. Qui dit naître, dit famille, dit patrimoine, dit évidemment filiation. Et c'est la raison pour laquelle les lois modernes visent toutes à la destruction de la filiation, puisque c'est l'ordre naturel sur lequel repose l'ensemble des sociétés humaines, même quand elles dévient. Et on sait quand elles dévient. Et généralement, ça se termine mal. C'est ce qui s'est passé à la fin de l'Empire romain. Nous avons donc une histoire incomparable. Et ce n'est pas à Versailles que je vais la réciter. Elle se récite, cette histoire. Nos grands-pères nous la récitaient. À notre génération déjà, on la récitait moins. Et aujourd'hui, on ne la récite plus. Cette histoire, elle avait un sens, elle avait une origine. Clovis et le baptême de Clovis, évidemment. Mais comme il s'agit de nier le caractère chrétien de la France et de ses origines, par conséquent, on supprime Clovis. Mais passons sur les siècles. L'État capétien, la naissance de la France autour de l'État capétien, avec cette figure incomparable de Saint-Louis dont fêtait le millénaire, l'anniversaire cette année même. Saint-Louis, le roi incomparable, et puis toute la suite de nos rois, et nous sommes ici à Versailles. Comment pourrait-on être français sans avoir une idée de ce qu'est Versailles? Et c'est tellement vrai que vous allez au fond des provinces françaises et que partout où vous allez, même dans la ville de M. Juppé à Bordeaux, vous avez partout des petits Versailles. Et puis vous l'avez même dans toute l'Europe. La France a rayonné. Et ensuite l'histoire s'est continuée. Et vous savez par quelle rupture, malheureusement. Mais peu importe. Au-delà même de la rupture, le peuple français continuait à avoir une constitution profonde, une originalité, et qui lui venait précisément de ce qu'il avait le sentiment d'une cause originelle et de ce qu'il avait également le sentiment et la pensée d'une cause finale. Et la cause finale définit l'être. Ils savaient, les Français, nos pères, ceux qui ont fait les guerres, ceux qui ont mené les grands combats du XXe siècle, et vous, demain, qui mènerez le grand combat du XXIe siècle, que la France n'est pas née n'importe comment, ni pour n'importe quoi, ni dans n'importe quel but, mais qu'elle a un destin, que nous avons une destinée commune. Et ce point est évidemment extrêmement important. Et puis il y a le deuxième mot, le mot culture, sur lequel François-Xavier Bellamy s'est étendu avec beaucoup de justesse. Et depuis la cantilène de Sainte-Eulalie au IXe siècle jusqu'à nos derniers poètes, la France a un trésor de poésie, d'imagination, un trésor de littérature. Enfin, la princesse de Clèves, dont on a eu le tort de se moquer, c'est un chef-d'œuvre. Et comment voulez-vous comprendre la princesse de Clèves si vous ne savez pas ce qu'est un homme et ce qu'est une femme? Et comment pouvez-vous comprendre Andromaque et Phèdre et Athalie et Esther? Mais c'est impossible. Tous nos chefs-d'œuvre. Enfin, le Cid, c'est le Cid, et Chimène, c'est Chimène. Et cette culture française, elle est incomparable, non seulement dans son théâtre, dans sa poésie, mais également chez ses moralistes,
Et ces moralistes ont cette particularité de ne pas faire la morale. Un Pascal, un La Rochefoucauld, et puis on a cité tout à l'heure Simone Veil, ces philosophes qui font de la philosophie, mais sans la lourdeur des autres peuples, avec cette allégresse française, cette finesse d'analyse qui fait la particularité de notre peuple et de notre intelligence, et dont malheureusement ceux qui nous dirigent semblent aujourd'hui privés, encore que. Et voilà que l'on veut nous priver, nous couper, déshériter, ça veut dire priver d'un héritage. On veut nous couper, et on veut couper les générations qui montent de cet héritage prestigieux. Et eh bien, il faut procéder à un procès, il faut instruire un procès. Alors, on ne donnera pas de nom ce soir, c'est pas la peine, et nous ne sommes pas là pour ça. Ce n'est pas du tout dans notre objectif. Mais on va faire instruire le procès d'un système. Et pour vous le faire comprendre, je voudrais prendre simplement quelques exemples, mais extrêmement simples, qui font comprendre d'un seul coup, comment vit ce système et pourquoi nous sommes arrivés à une sorte de fin de système que tout le monde éprouve, que tout le monde ressent, avec un caractère extrêmement tragique, mais dont personne ne perçoit véritablement les causes. Alors je voudrais m'arrêter sur 3 idées simples, très simples. L'histoire, parce qu'on parle d'héritage. L'histoire est concernée. C'est notre lien avec le passé, et ce passé est un passé vivant. Jusqu'à encore ces derniers temps. Jusqu'il y a une quarantaine d'années, une trentaine d'années, ce passé était encore vivant, et on le revivait, et souvent avec passion, et avec des antagonismes très violents selon les choix qu'avaient fait nos pères. Mais l'histoire officielle de notre pays ne tient mais absolument pas compte de cette histoire. C'est une sorte de refus. On a écrit autrefois que l'histoire de France semblait avoir été écrite par un ennemi de la France. C'était Fustel de Coulanges qui disait cela. Il avait parfaitement raison. Quand on pense à la somme des travaux historiques qui, depuis la fin du XVIIIe, mais enfin essentiellement depuis la moitié du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, les Fustel de Coulanges, qui a écrit une histoire des institutions de la France, remarquable, qui remettait les choses en place, Taine, avec ses origines de la France contemporaine, Renan, avec sa réforme intellectuelle et morale, et Renan, chez ce sceptique, vous trouverez peut-être les pages les plus belles qui ont été écrites sur la France chrétienne et sur ce qu'il appelait le 7e, le 8e sacrement que les Français avaient inventé et qui était le sacrement de la royauté. Eh bien, tout cela, c'est comme si ce n'était pas écrit. Vous lisez les préfaces aux nouvelles rééditions de cette réforme intellectuelle et morale, c'est comme si ça n'existait pas. On prend le Renan sceptique, le Renan agnostique, mais on ne prend pas le Renan qui dit aux Français « Réfléchissez sur votre histoire, car nos malheurs viennent du fait que nous avons renié notre histoire. » Mais entre les deux guerres, vous avez eu des historiens prestigieux, et, on pourrait s'étendre sur Gaxote, mais dernièrement, vous avez 2 grands historiens qui sont décédés. Le Goff, qui a écrit un magnifique Saint-Louis, qui était un historien du Moyen-Âge, et Favier, également historien du Moyen-Âge, et qui a écrit un non moins magnifique Philippe le Bel. Ben, croyez-vous, les hommes politiques envoient éventuellement une petite note de commémoration, bon, très bien, ils n'ont pas lu un de ses ouvrages d'ailleurs, et ce qu'il y a d'étonnant, c'est comme s'ils n'avaient pas écrit. Furet, le grand Furet, qui sortait du marxisme le plus étroit, le plus classique. Et bien, un jour, il a fait sa conversion et il a écrit cette remarquable étude sur la Révolution française qui devrait être à l'origine de tout un renouveau de réflexion politique, parce que c'était une réflexion politique extrêmement sage. Penser la Révolution française. Eh bien, Furet, c'est comme s'il n'avait pas existé.
C'est extraordinaire. Et je vais aller plus loin. Il en est de même en philosophie. Tout à l'heure, François-Xavier Bellamy nous évoquait les philosophes français. Il y a des philosophes français. On ne s'intéresse dans nos facultés qu'aux philosophes allemands. Il n'y a de philosophie, semble-t-il, qu'anglaise ou germanique. Il n'y a pas de philosophie française. Pourquoi? Mais parce qu'on ne veut pas remonter à saint Thomas d'Aquin. Parce on préfère Kant à Descartes. Parce que ce sont des choix délibérés et qui sont faits constamment. Mais il en est de même en littérature. Je ne vais pas revenir sur le sujet. Ce qu'il y a de dramatique, et c'est peut-être là que l'on touche le fond du problème, c'est que je suis moi d'une génération où j'ai été éduqué par les bons pères, où on nous disait, avant nos examens officiels, surtout, ne mettez pas en philosophie, en histoire, ou même en littérature, ce que vous pensez. Surtout pas. Il faut vous modeler sur le modèle qu'on vous présente et qui est le modèle officiel. Nous l'avons tous fait. Alors je ne dis pas qu'il faut faire le contraire, parce que je n'en sais rien, il faut réussir les examens. Mais enfin, quel totalitarisme, quelle dictature incroyable. Vous ne pouvez réussir vos examens en France, dans nos familles, que si nous disons le contraire de ce que nous pensons. C'est obligatoire. Alors il y avait les IUFM dont nous a parlé tout à l'heure François-Xavier Bellamy pour formater les esprits. Mais il y a encore beaucoup plus grave, dans une certaine mesure, c'est la censure qu'on se fait à soi-même. Et, chers amis, réfléchissons. François Hollande, toute cette carrière, il l'a faite dans une sorte de mépris affiché pour la France, pour son histoire de France, et en s'accrochant à des concepts tout à fait autres que celui de la France, qu'il a d'ailleurs rappelé au cours de cette conférence de presse. C'est-à-dire, on est là pour faire quoi? Pour faire la construction européenne. Alors, une construction européenne, soit, on pourrait le concevoir, mais encore faut-il que l'Europe repose sur des bases. Et quelles sont les bases de l'Europe? Eh bien, elles n'existent pas. C'est une construction sui generis, extrêmement compliquée, où on ne sait plus très bien où se trouve l'exécutif, on ne sait même plus très bien où se prennent les décisions. Et la France se trouve désappropriée de sa souveraineté. Et l'ensemble de la classe politique s'accorde pour dire qu'il en est bien ainsi et que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et c'est le mondialisme, c'est le traité transatlantique qui est en train de s'opérer et qu'ils mèneront jusqu'à leur terme, qui fera que la nation française sera une nation ravagée. Et alors, il est facile de caricaturer cette pauvre France qui se défend en imaginant que c'est une France qui veut s'enfermer dans ses frontières, dans ses... Bref, le discours que vous connaissez, qui est archi connu et qui est complètement débile, parce qu'il ne s'agit pas de cela. Tout le monde sait que la nation, que la famille sont la meilleure ouverture sur l'universel, ce que François-Xavier Bellamy a rappelé tout à l'heure. C'est par des médiations que l'homme parvient à l'universel. Il n'y parvient pas directement, sinon nous vivons perpétuellement dans cet univers dans lequel on nous fait vivre, et qui va de l'individualisme le plus forcené, au jacobinisme le plus intolérable, parce que qu'est-ce que c'est qu'une Europe qui donne des directives dans toutes les directions et qui s'occupe de nos fromages, sinon un jacobinisme à l'européenne, à défaut d'être à la française. Et nous vivons sur cette opposition, et même notre conception de la région maintenant est totalement faussée. On aurait pu imaginer que ce goût du retour à la province, à la région, à nos lieux d'origine, qui est une idée profondément, comment la qualifier, profondément réactionnaire, dans le bon sens du terme, pour cette fois-là, cette idée qui est profondément de droite, qui a été soutenue par des Latour du Pin, par des Leplay, cette idée aurait dû aboutir à, de fait, à une véritable reviviscence de ce qu'a constitué l'histoire de France. Mais il n'est pas question de ça, il est question de découpage parfaitement administratif et qui est pris en main par quoi? Par les appareils de parti. La décentralisation est devenue, exactement comme la centralisation, un moyen de gouvernement, c'est-à-dire un moyen pour les partis, pour les hommes de parti, de tenir un pouvoir. C'est insupportable. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est la culture
Et il faut aller plus loin, il faut employer le mot civilisation. Il y a comme un refus systématique du beau, un refus systématique de notre passé. Vous savez par vous-même, et je vais être bref sur le sujet parce que j'arrive à ma conclusion, quel mal doivent se donner les associations qui veulent faire vivre un passé, qui veulent faire vivre des festivals, qui veulent faire vivre des œuvres d'art. C'est extrêmement difficile. Les choix culturels sont pris par l'État, et par un État qui est entre les mains d'appareils, et d'appareils idéologiques, et d'appareils de partis. Et donc il y a une sorte d'impossibilité en France de faire le bien. Et d'aboutir au beau, ce n'est que de l'initiative privée, et quelquefois, grâce à des bons calculs, on arrive dans des bonnes municipalités, dans des bons endroits, on arrive à faire passer un message et des manifestations culturelles qui soient de bon niveau. C'est extrêmement difficile et l'État est toujours dans le sens inverse. C'est dramatique. Mais c'est une vieille histoire. On pourrait s'étendre, mais c'est une vieille histoire. Et en réalité, cela fait déjà maintenant longtemps, environ 50 ans, et peut-être on pourrait remonter plus haut, que dans notre société sous surveillance, il devient la règle devient une sorte d'inappétence intellectuelle au vrai. Une inappétence intellectuelle au vrai. Et une sorte de refus délibéré du bien. Et enfin, le goût du laid. C'est-à-dire le dégoût du beau. Et c'est ce que l'on essaye de présenter comme la merveille moderne, qui est un choix de rupture et qui consiste en réalité à nier le vrai, le bien, le beau, les fondements même de notre philosophie occidentale et les fondements même de toute pensée, de toute morale, de toute religion et de toute humanité. C'est un véritable aveuglement. Il ne s'agit plus de débat, il s'agit d'une négation. Et c'est une génération entière qui en est maintenant frappée, notre génération, ou la génération qui suit, et qui veut en frapper également de ce même mal, en frapper les générations qui montent. Alors, inutile de donner des noms, mais il y a quand même une injustice profonde, et je reviens à mon introduction, une injustice profonde qui doit susciter une très grande colère, mais qui doit être une colère intelligente, évidemment, et par conséquent retenue, contre une génération de personnes qui ont profité de la nation, qui ont profité de la France telle qu'elle était, qui ont profité de la culture, qui ont eu eux-mêmes une excellente éducation et qui leur a permis de réussir. Et une fois parvenus au sommet, maintenant qui s'obstinent à détruire, à opérer cette œuvre de destruction dont nous parlait tout à l'heure François-Xavier Bellamy. Il y a là quelque chose qui doit nous indigner profondément et bien comprendre qu'au-delà des personnes, il ne s'agit pas de remettre en cause les pauvres gens. Il leur arrive d'ailleurs des malheurs privés qui montrent à quel point ils se sont trompés dans leur manière de concevoir l'amour. Mais il s'agit de remettre en cause un système. Et ce qu'il y a d'intéressant dans les événements récents, et en particulier dans cette manif pour tous, dont on a vu l'année dernière les effets prodigieux, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'apparaît une nouvelle génération, que les familles, de nouveau, font entendre leur voix, et qu'elles sont là, et qu'elles montrent quelque chose qui est peut-être ce qui fait la véritable terreur de ceux qui tiennent les appareils, et qui redoutent, par conséquent, l'arrivée de cette nouveauté qui n'a rien à voir avec ce qu'ils appellent le populisme, l'extrémisme, etc. Ça n'a rien à voir, tout ça ce sont des caricatures. Non, non,
Ce qu'ils redoutent, c'est la fin de leur ère, de cette ère qui a pu commencer à la fin du XVIIIe, dans laquelle ils ont prospéré, qui leur a permis de renier toutes leurs convictions et ensuite d'entraîner dans leur reniement, un petit peu à la manière des anges mauvais, en quelque sorte, eux-mêmes étant les victimes probablement, entraîner les autres dans le même désastre, la même désespérance. Et nous avons une espérance, elle est là, elle est magnifique puisque la France existe. C'est la fin d'une ère et le commencement d'une autre. Et c'est intéressant, extrêmement intéressant à vivre. Ça sera difficile parce que ceux qui vont finiront dans un désastre. Et ils veulent entraîner, dans leur propre désastre, ils veulent entraîner les autres. Justement, je crois que l'intelligence politique consistera, et c'est la fin de mon propos, à bien voir les véritables raisons de ce désastre pour ne pas recommencer et trouver une nouvelle voie qui soit la vraie voie de la foi, de l'espérance et de la charité française. Voilà, merci beaucoup Hilaire de Crémier, voilà, pour cette brillante intervention.